Bonsoir à toutes et tous. Un très grand merci pour votre présence. Et un grand merci également à l'IREMO pour leur invitation et leur accueil. À l'occasion donc de la présentation de ce dernier numéro, je ne sais pas s'il y en a un autre qui est sorti depuis, dernier numéro de la revue d'études des mondes musulmans et de la Méditerranée, la REM, consacrée au schisme politique. Voilà. Donc un numéro qui rassemble, qui est sorti en octobre dernier, qui rassemble, outre notre introduction, les travaux de 6 auteurs, dont celui qui se trouve à ma droite, Vincent Gesser. Alors Vincent, parmi toutes ses qualités, a la capacité et le talent à parler très bien et à parler beaucoup. Du coup, ce que je vous propose, parce que c'est toujours un petit peu rébarbatif de présenter un numéro de revue ou un livre, donc on va pas vous présenter des résumés des papiers, ce qui n'aurait pas grand intérêt. Je pense qu'on va surtout, avec Chiara, vous présenter un petit peu ce qu'on entend par schisme politique et un petit peu la construction historique de cet objet et les dynamiques sociopolitiques qui le traversent aujourd'hui. Et après quoi, on laissera notre cher Vincent Gesser, qui par ailleurs est donc chargé de recherche au CNRS à l'IREMAM à Aix-en-Provence, spécialiste en particulier, et ça a son importance ici, alors, de la Tunisie, mais ce n'est pas le cas ici, et de l'islam en France. Donc c'est le seul papier de ce numéro qui concerne le terrain français, donc qui détonne un petit peu par rapport aux autres textes. Il vous présentera ce travail tout à l'heure. Alors, je commencerai en vous avouant que la parution de ce numéro et la présentation de ce soir tombe, vu les hasards du calendrier, à un moment à la fois opportun et je dirais quelque peu déplacé. Opportun parce que, comme vous le savez, la mort de 2 des acteurs principaux de ce qu'on peut appeler du paysage politico-milicien, pour le dire très rapidement, chiite, en Irak, suite à une frappe américaine au début de ce mois, a mis ou remis sur le devant de la scène médiatique ces acteurs et ces groupes d'acteurs relevant de ce qu'on peut appeler, on essaiera de le définir tout à l'heure, des islams politiques chiites ou des schismes politiques. Donc en ce sens, je crois que ce travail permet en tout cas de poser une pierre pour essayer de rendre compte un petit peu de ces dynamiques contemporaines, très contemporaines, et déplacer également parce que cette région sur laquelle nous travaillons toutes et tous, elle est, donc pour le dire rapidement, ce monde arabe étendu, qu'on peut étendre à l'Iran, est aujourd'hui traversé de dynamiques sociopolitiques et notamment de dynamiques contestataires dans lesquelles la variable, la dimension religieuse est en réalité assez peu opératoire. Et du coup, on donne un petit peu l'impression, peut-être, d'incarner une recherche française qui s'arc-bouterait sur ces vieilles passions, l'islam politique, l'islamisme, alors que les sociétés de la région seraient traversées majoritairement par de grandes dynamiques qui n'auraient pas grand-chose à voir avec cela. Or, c'est ce que nous avons essayé précisément de faire avec ce numéro, c'est de montrer ce qui, dans ces schismes politiques, ressortait du politique davantage que du religieux. Donc je pense que de ce point de vue-là, on n'est pas complètement dans le sens contraire de l'histoire. Cet islam politique que je vais essayer de définir dans un moment, en réalité, il est assez peu étudié. Alors, il y a évidemment 2 grandes exceptions qui sont l'Iran révolutionnaire et qui sont le Hezbollah libanais. Mais en réalité, mis à part ces 2 exceptions, ce sont des dynamiques, ce sont des acteurs sur lesquels la recherche en particulier en sciences sociales se sont assez peu penchés, notamment en France. Alors pour plein de raisons, moi c'est surtout quelques intuitions qui me permettraient de les identifier. Je dirais d'abord qu'il y a un effet minoritaire, ce sont évidemment des acteurs qui concernent un nombre assez réduit de pays. Je dirais aussi que l'une des raisons est peut-être que ce sont des réalités politiques qui ne constituent pas dans nos pays, notamment en France, ou à quelques rares exceptions historiques près dans les années 80, une question sécuritaire majeure, structurante, et que ce sont des réalités qui ont peu d'écho dans nos sociétés à nous. Et enfin, je pense plus profondément qu'il y a aussi un héritage de ce qu'on peut appeler l'orientalisme du 19e siècle qui a, à mon sens, qui nous a légué cette idée un peu vague qu'il y aurait dans l'islam chiite quelque chose
de plus mystique, en réalité de moins politique, en dépit de l'expérience révolutionnaire iranienne, que l'islam sunnite. Et que de ce point de vue-là, la science politique aurait moins à s'en préoccuper. Il y a sans doute d'autres raisons, mais c'est celle que moi, de façon un petit peu intuitive, j'identifierai. Par ailleurs, même ces deux exceptions que sont l'Iran khoméniste révolutionnaire et le Hezbollah libanais, quand ils ont été abordés, l'ont été majoritairement du point de vue de la dimension idéologique. Et disons des rapports de force régionaux, géopolitiques, si vous voulez. Et assez rarement du point de vue de la mobilisation des pratiques politiques de ces acteurs. Alors il y a encore quelques exceptions. Elle ne va pas le faire, donc je vais faire sa publicité à sa place, mais il y a évidemment le travail de thèse de Chiara, qui a produit une très belle ethnographie des mobilisations militantes du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, que je vous invite à lire. Mais voilà, de manière générale, disons, des terrains politiques assez en friche du point de vue de la recherche. D'où l'orientation de ce numéro, qui se propose de penser ces schismes politiques, et à partir aussi de terrains moins labourés que d'autres par la recherche en sciences sociales, ou quand il s'agit de terrains connus par des points d'entrée originaux. Alors pour vous en donner quelques exemples, et ce sera le seul balayage du numéro que je ferai, on a les divisions de martyrs d'un cimetière de Téhéran, on a un débat à la télévision irakienne entre partisans du leader Moqtada Sadr et des représentants de ce qu'on appelle le courant civil en Irak, des villageois du sud du Liban dans leur rapport à la cause palestinienne, etc. Donc ce sont des angles un petit peu obliques qui nous permettent d'aborder cette question et qui, évidemment, n'ont aucune prétention à l'exhaustivité et qui sont davantage une invitation à poursuivre ces travaux sur d'autres terrains. Alors, qu'est-ce qu'on entend par schisme politique ? Alors, pour le dire très très simplement, parce qu'on ne va pas entrer dans le débat sur ce qu'est l'islam politique ou l'islamisme, très simplement, on a décidé d'une définition assez minimale, comme les formes d'islam politique nées dans des contextes sociaux et portées par des acteurs qui se revendiquent de l'islam chiite, c'est-à-dire des expressions politiques informées par la référence au chiisme et qui mobilisent la référence au chiisme pour se légitimer. Alors parler de schisme politique, ça ne veut pas dire qu'on trace une ligne de démarcation confessionnelle qui séparerait un islam politique sunnite, un islam politique chiite. Et de fait, je ne sais pas dans quelle mesure ce que je vous raconte vous est déjà connu, mais l'islam politique chiite est né de la même matrice historique qui a vu émerger l'islam politique dans des sociétés majoritairement sunnites. Alors cette matrice historique, on peut en rappeler les grandes caractéristiques. Comme vous le savez, l'islam politique il est né dans le contexte de l'affaiblissement de l'Empire ottoman au tournant des 19e et des 20e siècles, qui a vu s'affirmer l'influence européenne, influence politique, économique, militaire dans les marges arabes de l'Empire ottoman. Et donc l'islam politique s'est très largement constitué comme une réponse à cette influence extérieure et s'est cristallisé particulièrement au lendemain de la chute de l'Empire ottoman et de la fin du califat en 1924, avec la création, comme vous le savez, de la confrérie des frères musulmans en Égypte en 1928, qui va adopter la forme d'un parti politique. Donc, autrement dit, ça c'est quelque chose d'assez basique, mais de très très important. Ce qu'il s'agit de comprendre, c'est que l'islam politique est un fait de la modernité, un produit de la modernité. Et quand on parle d'islam politique, on ne parle pas de tous les acteurs politiques qui, dans l'histoire, se seraient revendiqués de la religion musulmane, parce qu'à ce moment-là, l'islam politique existerait depuis les premiers temps de l'islam. C'est un fait de la modernité qui est le produit, le fruit d'une configuration historique particulière. Et le schisme politique naît dans ce même contexte. On peut en voir les prémices dans la révolution constitutionnaliste en Iran, par exemple, entre 1905, 1906 et 1911, où par exemple, un certain nombre de clercs chiites iraniens s'engagent et prennent le parti d'une assemblée constituante contre le pouvoir du Shah, qui était considéré comme trop passif face aux ingérences européennes. On peut aussi voir les prémices de ce schisme politique dans la mobilisation du clergé chiite en Irak contre l'intervention et l'occupation britannique de l'Irak en 1920. Je vous renvoie là-dessus aux travaux de Pierre-Jean Luizard. Mais s'il fallait donner au schisme politique une date de naissance, ce serait la fin des années 50. C'est dans ces années, autour des années 57-58, qu'apparaît en Irak, dans la ville sainte de Najaf, ce qu'on considère classiquement comme le premier parti politique islamiste chiite, qui est le parti de Darwa,
et qui compte parmi ses premiers initiateurs de grandes figures cléricales chiites, le parti de Darwa qui subsiste jusqu'à aujourd'hui. Comme vous le savez, c'était le parti du Premier ministre irakien de 2005 jusqu'aux dernières élections irakiennes. Et un parti qui se constitue, alors non plus contre une influence directe étrangère européenne. Le premier ennemi du parti de Darwa en Irak à partir de la fin des années 50, c'est la gauche, c'est le parti communiste irakien, qui, comme vous le savez, est l'un des plus grands partis communistes du monde arabe, qui représente à la fois une menace idéologique et une menace sur le modèle économique du clergé chiite. Notamment parce que ces premiers partis relevant de l'islam politique chiite a la même base, le même public que le clergé chiite, qui sont les grandes masses urbaines paupérisées chiites, issues de l'exode rural du 19e et du début du 20e siècle, et qui viennent grossir les banlieues paupérisées des grandes villes. C'est ce qu'on appelle, si vous lisez la presse, vous êtes sans doute familier du quartier de Sadr City, ou Madinat al-Sadr, dans la banlieue de Bagdad, qui est typiquement ce type de quartier. Donc là encore, on observe des parentés avec l'islam politique tel qu'on le connaît dans l'histoire des sociétés sunnites, c'est-à-dire un islam politique qui se constitue sur la critique d'idéologies importées, en l'occurrence le communisme, et l'affirmation de la nécessité d'en revenir à un référent politique endogène, l'islam, qui... voilà. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre comme point de départ, c'est que le schisme politique est un islam politique comme les autres, si vous voulez. Et que ses racines procèdent de la même logique réactive face aux influences étrangères dans un contexte d'affaiblissement du pouvoir impérial. Par ailleurs, les premiers partis islamistes chiites, ils accueillent aussi bien des militants sunnites, non chiites. Et il est établi des relations idéologiques assumées avec les frères musulmans, typiquement les frères musulmans, Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, n'a jamais eu de problème avec les chiites, par exemple. N'a jamais produit de texte anti-chiite, contrairement aux salafistes. Donc, comme les autres partis, et par ailleurs, comme les autres partis islamistes, ces partis vont faire face aux mêmes pratiques répressives de la part des pouvoirs en place. Donc, il y a donc un partage de ces islams politiques chiites comme sunnites, si vous voulez, d'un contexte historique d'émergence, mais aussi d'une même expérience de la violence d'État face à leurs prétentions révolutionnaires. Donc à ses débuts, l'islam politique n'a pas grand-chose de singulier, de singulièrement chiite dans ses ressorts, même si bien sûr la référence religieuse chiite lui permet de tenir un discours de légitimation et un discours programmatique particulier. Alors maintenant, une fois qu'on a posé cela, cette matrice historique commune, une fois qu'on a établi ce contexte commun d'émergence, comment expliquer la différenciation de trajectoire? Comment expliquer que ces schismes politiques, ces parti politique chiite, ait pris une trajectoire historique singulière, particulière? Pour ma part, moi j'identifierai 3 éléments. Le premier, c'est la sociologie de ces élites islamistes. Alors, comme vous le savez, l'islam politique tel qu'on le connaît, c'est-à-dire, pour le dire très rapidement, sunnite, ses premiers initiateurs, ses premiers penseurs sont des figures périphériques, voire extérieures au champ religieux institué. Hassan al-Banna, fondateur des Frères musulmans, à l'origine, c'est un instituteur d'Ismaïlia, une petite ville dans le delta du Nil. Son successeur, Saïd Qutb, qui théorise la djihadisation, si vous voulez, du politique. Lui-même est un intellectuel, critique littéraire, etc. Alors, évidemment, ils ont des formations religieuses, mais si vous voulez, ce ne sont pas des figures centrales de l'institution religieuse qui inventent l'islam politique dans le sunnisme. Ce sont des figures périphériques. C'est pas le cheikh d'Al-Azhar qui va inventer l'islam politique, si vous voulez. Et bien, dans le chiisme, c'est tout l'inverse. Une figure centrale du parti de Darwa dont je vous parlais à l'instant, c'est Mohamed Baqir al-Sadr en Irak dans les années 50, qui n'est pas le plus grand parce qu'il est assez jeune, il vient d'une nouvelle génération d'autorités religieuses, mais il a coché toutes les cases du cursus honorum chiite. Il vient d'une très grande famille de clercs, il a étudié à Najaf dans les séminaires les plus prestigieux, etc. Un Khomeini, c'est un petit peu la même chose.
c'est extrêmement savant, extrêmement adoubé, qui coche l'ensemble des cases de la formation scolaire chiite dans les grands séminaires des plus grandes villes saintes chiites. Autrement dit, contrairement aux sunnites, à ce qui se passe dans les sociétés majoritairement sunnites, l'islam politique chiite, lui, il naît du cœur de l'institution cléricale. Il naît du cœur de l'institution cléricale. Alors, on peut l'expliquer par plein de facteurs, mais notamment par un facteur, c'est que, contrairement aux... alors, il y a des facteurs dogmatiques ou historiques, si vous voulez, mais fondamentalement, c'est la relation au pouvoir politique qui permet d'expliquer cette différence. Contrairement à leurs équivalents sunnites, le clergé chiite s'est longtemps constitué, alors non pas totalement en indépendance, mais de façon en autonomie par rapport au pouvoir politique. Ce qui lui a permis de ne pas être associé aux vicissitudes du pouvoir politique, si vous voulez, et de conserver le monopole sur l'autorité religieuse, et du coup le monopole sur la légitimation religieuse du politique. De sorte que il est impensable dans les années 50 en Irak qu'un obscur clerc ou instituteur du delta de l'Euphrate se disent tout d'un coup, je vais balayer la tradition exégétique et cléricale et inventer mon propre islam politique. Ça n'est pas possible. Alors, pour ma part, moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette dynamique-là, à mon sens, aujourd'hui, elle s'inverse. Je fais un petit aparté, mais à mon sens, ce qu'on voit aujourd'hui en Irak depuis 2003, c'est précisément des acteurs périphériques au champ religieux, typiquement Moqtada Sadr, qui n'est pas du tout un clerc de premier rang. On le présente dans un clerc comme la presse, mais si c'est un clerc de troisième ou quatrième rang, et qui lui-même est au centre et aujourd'hui du jeu politique. C'est une autre question. Mais disons, il faut bien avoir en tête cette symétrie des trajectoires de ces islams politiques. Donc ça serait le premier élément de différenciation d'une trajectoire spécifique aux islams politiques chiites. Le deuxième élément, je vais aller très vite là-dessus, mais c'est évidemment la révolution iranienne de 79 qui impose un modèle idéologique, ce qu'on appelle la Wilayat al-Faqih. La Wilayat al-Faqih, c'est le système idéologique khoméniste, conceptualisé par l'ayatollah Khomeini, qui consiste à donner au clerc l'autorité politique suprême, pour le dire très très rapidement. Ce qui va à l'encontre d'ailleurs de toute une tradition, toute une tradition cléricale chiite qui se tient plutôt à distance du politique. Donc pour la première fois, alors il y a déjà eu des expériences historiques d'États officiellement chiites, l'Iran depuis le XVIe siècle, mais pour la première fois à partir de 1979, un État est directement dirigé par des clercs chiites. Et non seulement est dirigé par des clercs chiites, mais par des clercs qui prétendent exporter ce modèle idéologique. Et l'Iran devient donc un modèle à partir duquel on doit, vis-à-vis duquel on doit se positionner. Ce qui donne lieu à des alignements sur ce modèle, mais aussi à des refus. Typiquement, il y a une longue tradition de refus de la Wilayat al-Faqih en Irak et ailleurs. Mais donc c'est ce pôle iranien qui va orienter les prises de position des autres islams politiques chiites. Et le troisième élément, c'est évidemment la chute du régime baathiste en 2003, et plus encore, l'internationalisation et la confessionnalisation du conflit qui naît en Syrie à partir de 2011 et dans le conflit qui on parlera peut-être notamment au Yémen, qui vont voir l'Iran développer une politique d'influence à travers notamment, ça j'en parle notamment parce que en l'occurrence c'est ceux que je connais un peu le moins mal, c'est mon sujet de thèse, on pourra en parler après si ça vous intéresse davantage, à travers une politique de clientélisation de groupes politiques et miliciens. Ce qui pour moi d'ailleurs est quelque chose de très différent de l'exportation. On n'est plus du tout dans un modèle d'exportation de la révolution. Je reviendrai là-dessus. Et notamment à travers cette fameuse force Quds des gardiens de la révolution, dont le dirigeant Qassem Soleimani a été tué le 3 janvier. Voilà, donc ces trois éléments, donc la sociologie différenciée des acteurs, des élites islamistes, si vous voulez, des premiers penseurs islamistes, la révolution iranienne et la période historique ouverte par 2003 et plus encore par l'internationalisation et la confessionnalisation du conflit en Syrie, ces trois éléments, ils ont donné lieu à une lecture géopolitique, pour le dire très vite, qu'on peut résumer par l'expression de croissant chiite. Alors ce croissant chiite,
vous en avez déjà entendu parler, l'expression, la première formulation de cette expression, elle revient au roi Abdallah II de Jordanie en 2004, qui dans une interview à je ne sais plus quel Washington Post, je crois, un média américain, parle de croissant chiite pour parler de cette ribambelle d'acteurs qui, du Liban jusqu'au Pakistan, en Afghanistan, commencerait à constituer une unité idéologique, si vous voulez. Face à un axe sunnite qui, pour le coup, lui, serait en morceaux. Alors, cette lecture, elle a déjà été déconstruite par beaucoup de travaux, notamment, je vous renvoie à ceux de Sabrina Mervin, mais elle atteint très vite ses limites. Pourquoi atteint-elle très vite ses limites ? Parce que, moi je vais vous donner un exemple. Pour ma part, moi, typiquement, je travaille notamment sur ce qu'on appelle le Hashd Sharbi, qui sont ces milices, ces groupes politico-miliciens, si vous voulez, en Irak, qui ont pris cette appellation de Hashd Sharbi, donc de mobilisation populaire, à partir de 2014, pour combattre l'État islamique, Daesh, puis l'État islamique. Et j'ai fait pas mal de terrain, notamment dans le nord de l'Irak, au sud de Kirkouk, où se trouve une ceinture de villages, pour le dire très vite, turkmènes chiites, et qui, avant 2014, quand j'allais les voir, vraiment, les turkmènes chiites, il fallait pas être turkmène chiite, quoi. Parce que turkmène chiite là-bas, ça voulait dire, parce qu'en plus c'est dans le sud de Kirkouk, donc c'est dans ce qu'on appelle les territoires contestés entre le gouvernement régional du Kurdistan et le gouvernement central à Bagdad. Et alors les turkmènes chiites, eux, ils étaient embêtés parce que un jour sur deux, ils se faisaient expulser de leur maison, ils se faisaient prendre leur travail et tabasser par les Kurdes qui étaient juste à côté. Et les jours suivants, c'était l'insurrection sunnite qui les prenait pour cible. Alors, pour se défendre, ils avaient une vague, alors, comme ils sont turkmènes, il y a une vague solidarité avec la Turquie. Donc il y avait une petite alliance entre la Turquie et les partis turkmènes du coin. Mais c'était à peu près tout. Et puis du jour au lendemain, l'État islamique débarque, donc la mobilisation populaire s'ouvre. Je les revois vraiment 2 mois après, et j'arrive et je ne reconnais plus rien parce que tout d'un coup, tous ces acteurs qui généralement se détestaient, je les trouve tous dans la même salle en train de discuter. Ils ont tous des uniformes flambant neufs avec un écusson Badr, donc qui est une des milices les plus importantes financées par l'Iran, dans un camp d'entraînement flambant neuf lui aussi. Ils se disent plus turkmènes, l'alliance avec l'Ankara est complètement oubliée, ils se disent chiites et ils sont désormais financés, entraînés, payés notamment par l'Iran. Simplement, vous allez voir ces acteurs-là et vous leur dites Wilayat al-Faqih, ils ne comprennent pas, ils ne savent même pas ce que c'est. On n'est pas du tout dans une politique d'exportation, de projet idéologique, si vous voulez. Il ne s'agit pas de... le guide iranien, ces gens-là, ils s'en fichent un petit peu. Eux, tout ce qui leur importe, c'est qu'ils ont trouvé un parrain qui leur a permis, de façon très pratique, alors déjà de prendre les armes pour combattre, mais aussi de répondre à leurs enjeux politiques locaux propres, qui étaient l'insurrection évidemment, mais aussi les Kurdes. Et d'ailleurs, quand on les voyait à l'époque, en 2014, ils disaient déjà oui, Daesh, on va s'en débarrasser, mais il y a le combat d'après, et c'est celui-là qui va être important, contre les Kurdes notamment. Du coup, il y a toute cette nuance que cette expression de croissant chiite ne permet pas du tout d'appréhender, et qu'on n'est pas du tout dans l'exportation d'un projet idéologique. On est dans une logique très classique de politique d'influence qui s'appuie sur la formation de clientèle politique et milicienne, en l'occurrence par l'Iran. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative à cette idée de croissant chiite ? Et ça, c'est un petit peu le propos de cet ouvrage. Alors, certains chercheurs ont pris le parti inverse, c'est-à-dire celui de nier toute réalité transnationale, en faisant valoir la prégnance des situations locales, des nationalismes, en disant non, il n'y a pas de réalité transnationale, on a des acteurs irakiens, on a des acteurs libanais, et ils suivent leurs propres agendas. Mais du coup,
qui occultait toute la dimension transnationale, toute la circulation d'idées, de slogans, des slogans qu'on retrouve dans plusieurs pays, les mêmes slogans dans plusieurs pays au même moment. Ça ne permet pas de rendre compte de certains phénomènes de solidarité, de mobilisation transnationale. Typiquement en Irak, vous avez des groupes miliciens qui font partie de cette mobilisation populaire, qui sont allés combattre en Syrie. Il y en a d'autres qui ont refusé d'y aller. Comment rendre compte de cette différence-là, par exemple? Voilà. Et donc, je m'arrêterai là-dessus, une de nos propositions consiste à dire, en fait, la particularité de cette configuration de ces schismes politiques aujourd'hui, c'est que d'une part, on a un hégémon idéologique, l'Iran, si vous voulez, qui mène une politique d'influence, et que par ailleurs, et ça, je vais laisser Chiara vous en parler plus, on a la cristallisation d'un imaginaire partagé. Je vais laisser Chiara développer là-dessus, mais l'idée étant que il ne s'agit pas de nier les phénomènes de circulation transnationale. Il s'agit de dire la guerre en Irak en 2003, mais en particulier le conflit syrien, ont suscité la cristallisation d'un univers symbolique partagé, de références partagées, qui vont puiser notamment dans l'histoire du chiisme. Sauf qu'un imaginaire, ce n'est pas une idéologie. Un imaginaire, c'est un univers symbolique où vous allez puiser des références et où, avec ces mêmes références viennent s'articuler à des contextes locaux et viennent informer des pratiques politiques qui peuvent être extrêmement diverses. Voilà, bonsoir. Donc, moi, je vais parler d'un sujet beaucoup plus marginal et par rapport au thème central du numéro, puisque je vais parler de la France et notamment plutôt de ce qu'on appelle la montée d'un antichisme dans le paysage islamique français comme phénomène récent. Je partirai de deux constats que peut faire le sociologue, qui n'est pas un spécialiste du schisme, contrairement à ma consoeur et à mon confrère, qui, eux, travaillent sur la question du schisme. C'est un constat que je fais plutôt par mes observations de sociologue dans le paysage musulman français, que ce soit à l'échelle nationale ou aux échelons locaux. C'est effectivement, la mention ou une certaine confessionnalisation de ce paysage, jusqu'à une époque très récente, pour avoir traîné mes guêtres dans les mobilisations et les associations musulmanes, on ne parlait pas en France de chiites et de sunnites. C'était quelque chose qui, je dirais, qui n'avait pas sens. Dans les prêches, on n'en parlait pas particulièrement, encore moins dans les mobilisations associatives. Et deuxième constat, c'est qu'il n'y avait de fait pas de discours péjoratif, stigmatisant, négatif à l'égard de la confession chiite. Ça n'avait pas lieu d'être, puisqu'il n'y avait pas de subdivision chiite-sunnite. Or, ce discours, cette rhétorique, entre guillemets, sur les chiites, pas forcément anti-chiites d'ailleurs, mais on va dire sur les chiites, connaît une montée en puissance depuis un certain nombre d'années. Et c'est ce que je vais très brièvement essayer d'analyser avec vous. D'abord, deuxième remarque après ce double constat, on peut dire que c'est un discours sur les chiites ou aussi, entre guillemets, un antichisme paradoxal, puisqu'on peut dire que c'est un antichisme sans chiites. C'est-à-dire que, pour être tout à fait précis, c'est qu'il y a très peu d'interaction entre une population dite sunnite en France et des supposés chiites, puisque les communautés chiites, et je dis bien les communautés chiites, sont extrêmement hétérogènes, sont peu visibles, que ce soit dans le champ musulman français et encore davantage dans l'espace public, et sont rarement identifiés en tant que tels. Plutôt par les origines, mosquées iraniennes ou mosquées dominées par des Libanais chiites, mais rarement en tant que tels, à part dans des cas particuliers, par exemple comme l'île de la Réunion, où il y a des communautés chiites en tant que telles. Et là, justement, tout à l'heure, Robin et Chiara parlaient de l'importance des dimensions symboliques et imaginaires. On pourrait parler d'une certaine manière de la fabrication dans l'islam de France d'un chiite imaginaire qui permet de définir ou de se distancier, de s'autodéfinir par rapport à ce chiite et donc à se définir comme sunnite pur par rapport à ce chiite qui lui est considéré comme non, quelque part un peu l'image opposée du chiite. Alors c'est un phénomène nouveau en France, récent, mais qui n'est pas du tout nouveau à l'échelle, je dirais, internationale. Alors, je ne vais pas revenir sur toute une histoire des controverses sunnites et chiites. D'abord, je n'en ai pas la compétence, donc je m'en excuserai de ne pas le faire. Mais
pour aborder la période contemporaine, et comme on dirait en histoire du temps présent, des travaux comme ceux de Bernard Botiveau sur l'Égypte, ou de Jean-François Legrain sur la Palestine, ou des travaux plus récents menés au Maroc, montrent que l'antichiisme est régulièrement agité dans les espaces publics par des mouvements religieux, par des clercs sunnites, comme dirait Chiara, mais aussi par parfois les autorités politiques. Au Maroc, il ne fait pas toujours d'être chiite, et être chiite peut déboucher sur des peines d'emprisonnement, puisque les autorités marocaines, officiellement, dénoncent très régulièrement la menace ou la chiitisation de l'islam marocain, ou le risque de chiitisation de l'islam marocain. Alors, comment ? Alors, donc ce n'est pas un phénomène purement français, mais purement français, ça c'est sûr, c'est un phénomène qui a aussi des échos internationaux. Alors, comment expliquer en revanche son ancrage plus particulièrement dans le cas français ? Bien sûr, on peut faire jouer à la fois, je dirais, le temps long et le temps court. On peut faire jouer des facteurs de socialisation familiale et des facteurs de socialisation plus collective d'affiliation à des groupes religieux musulmans. On peut faire, bien sûr, jouer, même si j'aime pas beaucoup ce terme, la géopolitique, et notamment les derniers conflits, notamment le conflit syrien, qui est clairement désigné par un ensemble d'acteurs musulmans français comme des massacres commis par les chiites à l'égard du peuple syrien. Et d'ailleurs, le pouvoir syrien lui-même est de plus identifié dans le discours idéologico-théologico-politique comme un pouvoir chiite. Bon, même si on sait bien que les alaouites posent problème du point de vue de l'appartenance au chiisme, mais en tout cas, dans le discours, de plus en plus, le pouvoir de Bachar el-Assad est identifié à un pouvoir chiite, sinon comme un pouvoir qui travaille au service des chiites. Mais au-delà, je dirais, de ces facteurs du temps présent et circonstanciels, on peut évoquer des facteurs plus profonds, qui ne sont pas des facteurs forcément antagonistes et conflictuels. Attention, la montée d'une représentation sur les chiites, de la fabrication d'un chiite imaginaire, n'a pas toujours des relents qu'on pourrait dire négatifs et stigmatisants. Premier facteur, c'est la socialisation religieuse familiale, donc qui fait que même si dans les familles musulmanes de France on ne parlait pas beaucoup des chiites, il y avait quand même l'idée qu'il y avait des musulmans dont on ne savait pas s'ils étaient vraiment musulmans. C'est quelque chose que dans les familles on transmet, même si les parents n'ont pas forcément une connaissance du chiisme en tant que tel, il y a quand même l'idée un questionnement, une interrogation sur l'islamité authentique des chiites, et ça c'est quelque chose qui se transmet dans toutes les familles musulmanes, bien au-delà de l'opposition ou du rapport conflictuel. Il y a bien sûr un deuxième facteur, c'est l'auto-formation et la construction d'un système de référence dogmatique et théologique dans l'islam de France, où, je vous ai dit, les prêches de la plupart des acteurs religieux et des imams de l'islam de France parlaient peu du chiisme, mais néanmoins, il y avait quand même toujours une mise en suspicion directe ou plutôt indirecte et implicite de ce qu'était le chiisme, et en l'idée que c'était des musulmans, mais le mais était déjà, je dirais, facteur d'interrogation et de suspicion. Donc, il y a bien sûr aussi un troisième facteur, et je reviens un peu à ce que je disais sur la géopolitique, les modes de politisation de nombreux acteurs français musulmans, et notamment à travers les questions internationales et les conflits, qui fait que de plus en plus, un certain nombre d'acteurs de l'islam de France, dirigeants associatifs, imams ou jeunes prédicateurs, lisent ces conflits internationaux comme des conflits confessionnels. L'idée qu'en Syrie, ce sont des chiites qui massacrent les frères musulmans. L'idée que l'Iran a des projets hégémoniques sur le plan politique, mais également sur le plan religieux. Ces types de lectures sont des lectures qui quand même progressent, s'installent, se banalisent, se généralisent. D'où effectivement, finalement, le constat que j'ai pu établir au départ, la montée d'un discours de suspicion, de stigmatisation, ou sinon, pour être plus, je dirais, positif, d'interrogation sur finalement le rôle des chiites et, je dirais, ce mélange entre des actions politiques de soutien à certains de régimes autoritaires et leur identité religieuse. En gros, est-ce que le chiisme ne serait pas historiquement, théologiquement, doctrinalement porté à massacrer des bons musulmans, d'une certaine manière, ou du moins à les combattre pour peut-être le thème massacré quand même un peu trop fort. Alors,
si on prend l'histoire récente en France, il n'y avait pas cette polarisation négative autour des chiites, et les quelques éléments de mes prédécesseurs qui ont pu travailler sur l'islam de France, Bruno Etienne, Gilles Kepel, Jean-François Legrain, qui avant d'être un spécialiste de la Palestine avait travaillé sur l'islam de France, montraient qu'en fait, le rapport au chiisme politique n'avait pas lieu d'être. La preuve, c'est qu'il y a eu un accueil très favorable dans les communautés musulmanes de France et d'Europe de la révolution iranienne. La révolution de 79, qui d'ailleurs n'est pas perçue comme une révolution iranienne, n'est pas perçue comme une révolution chiite, mais comme une révolution islamique à portée universelle. Ce qui fait qu'il y a plutôt une sympathie, une empathie des premiers acteurs musulmans de France, de nationalité française ou non, à l'époque c'était plutôt de nationalité étrangère, pour l'Iran, et pour, d'une manière générale, les mouvements chiites qui combattent contre l'impérialisme occidental. Donc de ce qu'il n'y a pas une polarisation négative, il y a même plutôt, on peut dire, une certaine valorisation. Alors c'est vrai pour la révolution islamique iranienne, mais c'était encore plus vrai dans le rapport, dans la relation à Hezbollah libanais. Alors ça, par contre, je l'ai vécu en tant qu'enquêteur, mais en tant que citoyen français, dans beaucoup de milieux, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, sunnites français, dans les 3/4 des associations musulmanes de France, quelle que soit leur orthodoxie ou leur pratique, qu'elles soient plutôt conservatrices ou pas, il y avait une très forte sympathie pour le Hezbollah libanais, y compris dans les mouvements qu'on dit proches des frères musulmans, où le Hezbollah libanais est identifié comme un mouvement anti-impérialiste qui a le courage de porter la claque aux États-Unis et à Israël. Donc on voit bien que même jusqu'à une période très récente, en 2006, il y a une forte sympathie. Bon. Qui va succéder aujourd'hui à plutôt un recul de la sympathie et une mise en suspicion, et bien sûr carrément même à presque on pourrait dire une représentation de type complotiste et conspirationniste sur l'idée que les chiites veulent conquérir l'islam, veulent chiitiser les musulmans et qu'ils, en quelque sorte, veulent développer une véritable hégémonie politique, idéologique et religieuse sur les musulmans français et sur les musulmans européens. Alors, quelles sont les explications que l'on peut avancer ? Bien sûr, je les soumets à la discussion, ça mériterait encore des études plus approfondies. Bon, il y a bien évidemment l'influence des mouvements anti-salafistes, qui, eux, ont toujours développé une rhétorique fortement anti-chiite, et plus ces mouvements ont d'influence dans le paysage islamique français, plus ils produisent ce rapport conflictuel, stigmatisant, péjoratif au chiisme. Il n'y a qu'à taper d'ailleurs le terme chiisme ou ses traductions comme rafédite et ses acceptations en arabe pour voir que même sur les sites francophones, la plupart des références que vous trouvez sous forme écrite, d'écrits théologiques, d'écrits doctrinaux ou de prêches, voire même surtout d'iconographie, sont clairement anti-chiites. Ça, c'est clair que le rapport quand vous tapez chiite dans la plupart des sites musulmans français, qui dominent le web et qui ne sont pas forcément des sites conservateurs, mais plutôt de l'islam salafiste. Donc je ne le généralise pas. Je dirais la figure du chiite est une figure de suspicion, est une figure avec des vraies interrogations. Est-il vraiment musulman ? Et dans le discours salafiste, dans la rhétorique salafiste, très largement encouragée par des pays comme l'Arabie saoudite, qui est présentée aujourd'hui comme un pays de l'islam modéré par le président Emmanuel Macron. Donc on lui remercie d'ailleurs pour cette lecture, puisqu'aujourd'hui il redevient un des partenaires de l'islam de France. Là, il est très clair qu'il y a un discours violemment anti-chiite, les chiites étant présentés non pas comme des musulmans, mais clairement comme des juifs ayant intégré l'islam pour le détruire. Ça, je veux dire qu'il y a une sorte dans le discours salafiste, une sorte de combinatoire entre un discours antisémite et un discours anti-chiite qui font combinatoire, qui font sens pour discréditer les chiites. Bon. Donc, avec cette thèse où on retrouve une mythe du complot, d'ailleurs, on ne dit pas le complot, d'ailleurs, ce n'est plus le complot du protocole des sages des Sions, mais celui des protocoles des mollahs de Qom, où on montre d'ailleurs le chiite prier avec une pierre, où on compare à la prière juive, donc tout ça, toute une sorte d'imagerie dépréciative, stigmatisante, qui joue autant d'ailleurs, je dirais, ils font d'une pierre deux coups, à la fois sur la stigmatisation du juif comme sur le rapport au chiite. Alors, ça, à la limite, j'aurais pu vous présenter des images, j'aurais pu vous citer des extraits de prêches, à la limite, c'est pas finalement si intéressant que ça
outre qu'effectivement, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que le salafisme est forcément très hégémonique dans l'islam de France, malgré les écrits qui sortent, je pense qu'il faut faire attention. Il y a bien sûr une influence du salafisme ou d'un néo-salafisme qui dépasse d'ailleurs le salafisme doctrinal, mais enfin, la très grande majorité des musulmans, y compris ceux qui sont dans des mouvements conservateurs et pratiquants, ne se réfèrent pas au salafisme et même le combattent. On peut dire donc. Alors, c'est ça qui est intéressant. Comment des gens qui ont toujours critiqué fortement le salafisme, qui ont clairement pris leur distance vis-à-vis du handbalisme, du wahhabisme, eux-mêmes en viennent à épouser de plus en plus une rhétorique anti-chiite. C'est là où il y a un peu l'élément nouveau de l'analyse que j'ai développé dans cet article, c'est de montrer que finalement on est passé d'un anti-chiisme doctrinal, très, je dirais, limité à un espace religieux particulier, qui est soit le sunnite orthodoxe des pays d'origine, soit le salafisme, le wahhabisme à l'échelle internationale, mais que finalement cet antichiisme était peu présent, peu visible dans l'islam de France, où on a plutôt des mouvements conservateurs. Je ne dis pas qu'ils avaient une sympathie très forte pour les chiites, mais ils n'en parlaient pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'ils n'en parlaient même pas, je vais aller plus loin. Moi, pour avoir observé les mouvements des jeunes musulmans français, y compris très conservateurs, il y avait des tas de jeunes, ils étaient jeunes à l'époque, qui étaient de familles chiites, mais que dans les mouvements musulmans, on considérait comme des musulmans comme tout le monde. D'ailleurs, on ne leur posait même pas la question. C'est après que j'ai su qu'ils étaient chiites, quand ils ont pris la parole sur Internet, sur Facebook, ou dans le cadre de controverses plus actuelles, mais on ne posait jamais la question dans une association musulmane, est-ce que tu es sunnite, es-tu chiite? Ça ne faisait pas sens. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe depuis, effectivement, depuis, on va dire, les années 2010, et qui fait qu'on peut parler d'une généralisation, d'une banalisation, et je terminerai par là, du discours anti-chiite. D'abord, on peut dire que c'est un discours qui est porté de plus en plus par des prédicateurs, voire des intellectuels français, musulmans, qui précisément critiquent le salafisme. Donc ce n'est pas simplement des gens qui ne sont pas salafistes, ce sont souvent des gens qui ne sont pas salafistes, mais qui de plus en plus épousent une lecture qui se rapproche de la lecture du salafisme, du chiisme, en considérant que le chiisme est une secte pernicieuse qui pourrait à terme menacer l'orthodoxie musulmane et remettre en cause l'unité de la communauté musulmane. Deuxièmement, c'est un antichisme qui précisément fait sens parce qu'il n'est plus fondé sur un discours purement manichéen du bien et du mal. En gros, les chiites sont des juifs qui veulent détruire l'islam. Ça, c'est pas ce discours qu'on entend chez des jeunes prédicateurs qui sont souvent diplômés, master de sociologie, de Sciences Po ou de mathématiques, et qui d'ailleurs sont plutôt critiques du salafisme, mais ils sont plutôt dans une lecture qui combine des référents théologiques, politiques et géopolitiques pour expliquer à la limite qu'ils ne croyaient pas à la subdivision chiite-sunnite, mais maintenant qu'ils y croient en voyant ce qui se passe en Syrie, en Irak ou ailleurs. Vous voyez, donc c'est en quelque sorte une sorte de mea culpa qui est fait par ces jeunes prédicateurs pour dire on n'a jamais joué de cette subdivision, de cette opposition entre chiites et sunnites, mais quand on voit ce qui se passe en Syrie avec ces milices chiites qui tuent des musulmans sunnites parce qu'ils sont sunnites, alors finalement on se demande si finalement les chiites qui étaient dénoncés par des extrémistes, si ce type de dénonciation n'ont pas une certaine légitimité. Enfin, c'est un nouvel antichisme qui joue beaucoup du discours de l'émotion. Et quand on regarde effectivement des vidéos qui ne sont pas du tout des vidéos de propagande, mais qui sont plutôt des vidéos de conférences apaisées, je tiens à le dire, c'est plutôt des discours qui jouent beaucoup sur l'émotion et qui montrent le Hezbollah commettre des massacres en Syrie, la répression actuellement des milices chiites à l'égard des manifestants en Irak, qui sont réels par ailleurs, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, mais qui donc de plus en plus donne ou fournit une grille d'explication confessionnelle. Ce n'est pas simplement des mouvements politiques. Certes, on a soutenu le Hezbollah, mais maintenant le Hezbollah est clairement un mouvement confessionnel qu'il faut combattre. Alors, pour finir, en fait, c'est que nous sommes en présence, en fait, d'un processus assez surprenant de confessionnalisation de l'islam de France. Quelles sont finalement sa dimension de cette confessionnalisation, mais qu'il ne faut pas forcément voir sur le registre purement négatif. Pour le dire autrement, de manière plus neutre et distanciée, finalement, ce qu'on pensait comme des références marginales et mineures pour des jeunes musulmans socialisés en France font un retour en force, notamment se définir comme sunnites.
Hein. Il y a une forme de retour à la tradition sunnite, à assumer sa position de sunnite, qui finalement est assez nouvelle chez les jeunes musulmans français. Je ne dis pas qu'elle n'a pas existé, puisqu'il y avait la très grande majorité des musulmans de France, les musulmans français sont issus de familles de tradition malékite pour la grande majorité qui viennent du Maghreb, et sinon sunnites si on rajoute ceux qui viennent de Turquie, mais non malékites. Et donc de ce point de vue-là, mais ce n'était pas dit. Ce n'était pas assumé, ce n'était pas conscientisé. Aujourd'hui, de ce point de vue-là, il y a une sorte de réinvention de la tradition sunnite, mais avec une véritable volonté d'ancrage dans les réalités françaises et européennes. Nous sommes des Français musulmans sunnites. Vous voyez, je dirais que ces trois composantes de l'identité vont ensemble. Et que dans ce cadre de la réinvention d'une identité sunnite, qui d'ailleurs intervient à un moment assez intéressant, puisqu'elle joue dans les deux sens, et je finirai par cela, c'est que la question de la violence et du terrorisme a joué dans ce sens-là. Elle a joué d'ailleurs dans les deux sens. D'une côté, chiite, pour dénoncer les sunnites ou certains sunnites extrémistes comme des djihadistes en puissance, et on voit tout le discours du Hezbollah qui effectivement dénonce régulièrement, non pas les sunnites en général, Nasrallah est toujours très prudent dans ses discours pour dénoncer les takfiristes et non jamais l'ensemble des sunnites, mais dans l'autre sens, la volonté de redéfinir un sunnisme ou de lutter contre le djihadisme conduit à s'asseoir de plus en plus sur ce qu'on appelle un discours de riposte ou un contre-discours face au djihadisme qui, par ce qu'on appelle la restauration de la tradition. Il faut revenir aux sources du sunnisme pour combattre ceux qui le dévoient et donc les extrémistes djihadistes. Vous voyez, comme quoi la question terroriste joue à la fois chez les chiites pour de plus en plus, d'une certaine manière, stigmatiser un certain nombre de sunnistes et les accusant de faire le jeu du terrorisme. C'est le discours qu'on a pu entendre avec Robin lorsque nous sommes allés en Iran, qui nous disait « Mais vous, les banlieues françaises, il y a plein d'extrémistes qui veulent poser des bombes. » Alors on disait « Vous savez, nous on connaît les banlieues françaises, certains d'entre nous en sont issus. Il n'y a pas des méchants sunnites qui veulent tuer des chiites ou tuer des Français par ailleurs. » Et à l'inverse, chez beaucoup d'acteurs sunnites français, ancrés dans le paysage français, sur le plan intellectuel, sur le plan théologique, et je dirais sur le plan sociologique, la restauration d'une forme de tradition sunnite pour répondre au terrorisme, paradoxalement, alors qu'elle aboutit à un dialogue de plus en plus avec les autres religions, et notamment avec les chrétiens, elle aboutit de plus en plus à fermer les frontières confessionnelles en considérant que les chiites sont des mauvais musulmans. Voilà. Merci beaucoup Vincent. C'est pas encore aujourd'hui que tu nous feras mentir sur ta capacité à parler longuement. On s'en réjouit. Je sais pas s'il y a un micro qui circule. Oui. Si vous avez des questions, il y a un micro qui vous attend au fond de la salle. Oui, j'ai bien aimé l'expression entrepreneur, qu'il soit clerc, partisan ou religieux ou clerc, etc. Bon, mais du moment qu'on parle d'entrepreneurs, autour d'eux, il y a des gens, et donc d'où vient l'argent? C'est ça qu'il faudrait étudier, c'est pas seulement des sociologues, des choses, mais c'est des financiers ou des analystes des finances de ces groupes-là, pour mieux comprendre la diversité de ces groupes. Oui, des groupes chiites, de ces entreprises d'entrepreneuriat de militants sous une direction soit partisane, soit claire, soit... etc. Et on ne voit jamais d'informations là-dessus. J'ai jamais vu un journaliste poser la question d'où vient votre argent. Jamais. Oui, merci pour l'éclairage que vous nous avez offert, qui, moi, me surprend légèrement. J'aurais aimé savoir, disons, quelle était en France la proportion de chiites par rapport aux sunnites. Voilà, c'est tout de même fort intéressant parce qu'on sait très bien que globalement, dans le monde musulman, les chiites sont tout de même beaucoup moins nombreux que les sunnites. Par ailleurs, il me semble évident que dans la position actuelle de nombre de Français par rapport à l'islam, ils n'ont pour la plupart
aucune connaissance précise des facteurs dont vous avez parlé, de relations entre sunnites et chiites. Disons, un certain rejet qu'on voit actuellement de l'islam accusé de tous les maux de la terre, en oubliant que si nous avons autant de réfugiés, je ne parle pas des Algériens d'avant, si vous voulez, qui sont venus pour d'ailleurs travailler en France et appelés par les Français, mais tous les réfugiés que nous avons venant du Proche-Orient sont venus du fait de l'invasion sous des prétextes fallacieux qui sont fort bien connus des Américains, disons, en Irak. S'il n'y avait pas eu cette invasion qui a provoqué beaucoup plus de morts durant cette guerre que le nombre de morts que Saddam Hussein, que je ne défendrai pas, mais avait lui-même provoqué, disons, nous n'aurions pas, alors que les États-Unis n'ont pas reçu de réfugiés de ce genre, nous n'aurions pas autant de réfugiés. Et il faut voir que c'est vrai que le président Chirac s'était opposé au départ, mais que ce ne fut pas le cas de tous les présidents après, en France et en Europe. Voilà. Par ailleurs, si vous voulez, moi je suis tout de même aussi consciente que, justement, lorsque les États-Unis sont intervenus, ils ont mis à la place du pouvoir des chiites, qui étaient effectivement nombreux en Irak, à la place du gouvernement sunnite. Et l'on sait très bien qu'à la suite de ça, si vous voulez, disons, l'armée de Saddam Hussein a été convertie, si je puis dire, en devenant, disons, le djihad islamique. Et, disons, avec toutes ses conséquences. Donc Daesh, etc., viennent de là. Voilà. Pardon ? Non, mais ma question, c'est de recadrer un petit peu le système, si vous voulez. Et donc, bah oui, parce que si vous voulez, en fait, apparemment, en France, je suis désolée, si vous voulez, mais lorsqu'on parle des réfugiés, on ne parle pas de ce qui s'est passé véritablement en Irak et, disons, de l'opération des États-Unis. Par ailleurs, si vous voulez, en fait, moi je pense que la vision très alarmiste entre les relations chiites et sunnites, moi, dans la propre famille de mon époux, j'ai vu mon beau-père, extrêmement religieux, sunnite et toute sa famille, qui a accepté sans aucune restriction que sa fille épouse un chiite. Donc, si vous voulez, en fait, il n'y avait pas d'immenses problèmes, si vous voulez. Alors, et je pense que les problèmes actuels entre chiites et sunnites, si vous voulez, sont des problèmes issus de l'invasion américaine en Irak. Donc, il n'y a pas de question. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le cas irakien et expliquer quels sont les liens entre Sistine, Muqtada al-Sadr et les liens qu'ils ont avec l'Iran, par exemple ? Ok, donc je vais commencer. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, monsieur, sur la question des financements des entrepreneurs identitaires ou des entrepreneurs violents. Moi, je peux vous parler de ce que je connais le moins mal, qui est la situation irakienne, où par ailleurs, il y a tout un travail à faire sur l'économie de la violence, sur l'économie aussi des séminaires religieux, parce que ce sont des fortunes considérables. L'économie de la Hawza, l'économie de la Marjaria sont des très beaux sujets qu'il faudrait ouvrir. Pour ce qui est des groupes miliciens en particulier, alors on parle beaucoup effectivement de financement iranien, de financement étranger, etc. Ça, de fait, on peut en voir les conséquences, mais on ne peut pas les chiffrer. En tout cas, moi, je ne pourrais pas le faire. Ce que je peux vous dire, à mon avis, ce qui est beaucoup plus structurant,
et qui répond en partie à votre question, c'est la relation à l'État irakien. C'est-à-dire que, et d'ailleurs ça revient un petit peu sur vos éléments de cadrage, madame, on a souvent tendance à parler de ces groupes politico-miliciens, on l'a encore beaucoup entendu ces dernières semaines, étant donné l'actualité, à poser ces groupes miliciens contre l'État. Parce qu'on a tous en tête des références, que ce soit les talibans en Afghanistan ou d'autres, de groupes armés qui sont des ennemis de l'État, qui cherchent à faire tomber l'État, qui sont contre l'État, qui s'opposent à l'État. En Irak, ça n'est pas du tout ça. En Irak, ce n'est pas du tout ça, parce que précisément, l'État, on a souvent tendance à dire aussi que l'État irakien est failli. Alors, il est sans doute failli dans beaucoup de ses missions, dans ses missions de protection de la souveraineté nationale, de l'intégrité du territoire, dans sa mission de redistribution des ressources. On peut effectivement pas dire que ce soit une réussite. En revanche, c'est pas parce que l'État irakien est failli qu'il est absent. Et c'est une distinction qu'on retrouve. L'État irakien, il existe. Il existe. Il y a des institutions, il y a des postes, il y a des fonctions, et ces postes, ces fonctions, tout ce qui constitue cet État irakien comme un enjeu. En fait un enjeu pour ces milices. Et c'est pas un hasard si ces milices-là, elles cherchent pas à faire tomber l'État, elles cherchent à l'investir. Elles cherchent à obtenir des postes ministériels, à se faire élire au Parlement irakien, à obtenir des postes de gouverneur, parce que ce sont autant de points d'entrée pour capter les ressources de l'État. D'où ce qui en fait des acteurs effectivement très extrêmement riche. Mais typiquement, je finirai là-dessus, ce qu'on appelle la mobilisation populaire, donc ces groupes miliciens qui en fait préexistaient 2014 évidemment, mais qui ont pris cette appellation qui leur permettait d'entrer au moins en façade sous le giron de l'État irakien et de se mettre en État, si vous voulez, leur a permis d'avoir aussi accès à des financements étatiques très officiels. Aujourd'hui, depuis 2016, il y a une ligne du budget fédéral irakien, votée par les parlementaires irakiens, consacrée à la mobilisation populaire. Et là, en 2019, c'était 2,16 milliards. Voilà, donc voilà, pour répondre en partie à votre question. Je vais laisser à mon collègue la question sur les chiites de France. Je vais peut-être faire répondre pendant que je réfléchis à votre réponse qui demanderait au moins 2 conférences pour y répondre. Oui. Alors, il y a très peu d'études, il faut être très honnête, il y a très peu d'études sur les chiites de France, contrairement à la Belgique, où il y a eu des travaux de collègues, notamment Imen Lashkar, qui a fait des travaux très pointus sur la présence chiite en Belgique. Ça s'explique, c'est qu'il y a une réelle présence chiite en Belgique, et une présence qui est assez intéressante, puisqu'il s'agit souvent d'enfants de familles marocaines, belges, donc on va dire plutôt de tradition malikite sunnite, qui se sont convertis au chiisme. Donc il y a eu un mouvement important de conversionnisme aux chiites en Belgique, et notamment dans la partie francophone, et pour être plus précis, à Bruxelles. Alors là, Imen fait plusieurs hypothèses, notamment de l'investissement saoudien très fort en Belgique et des mouvements saoudiens qui a provoqué une contre-réaction. Voilà. Le poids de l'Arabie saoudite à Bruxelles est très très fort, à travers la grande mosquée de Bruxelles, et du coup provoque un effet de sorte de feedback chez un certain nombre d'acteurs de l'islam belge qui, par réaction à l'hégémonie saoudienne, à travers la grande mosquée de Bruxelles, se convertissent aux chiites. Puis aussi, le phénomène de prédication chiite au Maroc, qui du coup a des effets sur l'immigration marocaine en Belgique, et donc sur les marocanos-belges, qui est beaucoup plus forte, bien sûr, ce poids des mouvements chiites au Maroc et les influences donc en Belgique, beaucoup plus fortes qu'en France. Alors en France, les chiffres qui sont donnés sont des chiffres encore, je dirais, peu précis. On dit moins de 3 à 5% de chiites. En additionnant les populations d'origine libanaise venant des régions à majorité chiite, qui sont quand même assez présentes, au moins à Paris, du moins. Il y a quand même un certain nombre de Français d'origine, qui sont aujourd'hui français pour la plupart, d'origine libanaise et qui sont chiites. Il y a aussi de même des populations indo-pakistanaises qui viennent aussi de cercles religieux chiites dans leur propre pays d'origine, et donc des mosquées indo-pakistanaises dominées par la confession chiite, des musulmans français de la Réunion, qui bien sûr viennent à Paris ou s'installent en France ou à Marseille, donc qui émigrent au sein de la République française, puisqu'ils sont français de départ. En revanche,
Semblerait-il que les mouvements conversionnistes en France aient été très faibles ces dernières années. C'est-à-dire le phénomène de jeunes Français héritiers de l'immigration algérienne, marocaine et tunisienne ou normande ou bretonne se convertissant au chiisme est très faible. Dire c'est quelque chose qui est beaucoup plus faible. Alors, il y a une étude qui est en cours. C'est une étude qui est commandée par le bureau des cultes du ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas du tout moi qui l'a fait, mais apparemment une étude qui est en cours pour évaluer la présence chiite en France. Voilà. Donc c'est le BCC, le bureau central des cultes, du ministère de l'Intérieur, qui est en train de produire actuellement des données sur ces questions de la présence chiite en France. Personnellement, ce que je peux témoigner dans mon itinérance au sein de l'islam de France et dans les associations, j'ai peu rencontré d'expressions chiites, sauf un centre, je ne voudrais pas en parler parce qu'il est polémique, c'est le centre Zahra, qui était à la tête du parti antisioniste, qui se réclame du chiisme. C'est un Algérien qui est un centre qui d'ailleurs a été les listes Euro-Palestine ou des choses comme ça, où Dieudonné est proche, qui se réclame du chiite iranien, qui est proche du chiisme, qui est proche de l'ambassade d'Iran, mais c'est très très marginal comme phénomène, le centre Zahra. Et en revanche, je dirais l'essentiel du chiisme est porté par des populations françaises venant du Liban, d'Irak, aussi par les mariages. Ah, j'ai oublié, oui, des Français issus de familles chrétiennes ou juives qui se convertissent à l'islam via le chiisme, soit par rencontre par matrimonialement, soit par voyage en Iran ou au Liban. Ça, je pense que aussi parmi les quelques acteurs chiites très faibles sur le plan numérique, il y a ces Français convertis qui ont fait le voyage au Liban ou qui ont fait le voyage en Iran et qui se sont convertis à l'islam à travers le chiisme. Voilà, pour être précis sans être précis, si je peux dire. Oui, alors je vais répondre très succinctement à la dernière question qui a été posée, qui demanderait un exposé vraiment très long, mais qui concerne les liens notamment de l'Iran avec Ali Sistani. Ali Sistani, qui est, comme vous le savez peut-être, ce qu'on appelle un marja, c'est-à-dire la plus haute autorité religieuse chiite en Irak, et son rapport à l'Iran. D'abord, il y a un rapport de naissance. Sistan, c'est une ville en Iran, et donc Sistani est né en Iran, mais il a passé la majorité de sa vie en Irak. Ceux qui ont la chance de l'approcher disent qu'il s'exprime en arabe avec un très fort accent iranien et enfin persan, et et c'est une des raisons pour lesquelles il ne s'exprimerait pas beaucoup en public. Mais au-delà de cette anecdote, Sistani incarne aujourd'hui en Irak ce que d'aucuns appellent le pôle nationaliste. Si vous voulez, depuis 2003, même auparavant, c'est un personnage qui, à chaque fois qu'il s'exprime, ce qui est assez rare, prend le parti de la défense de la souveraineté irakienne. C'est lui qui a plus ou moins contraint les Américains à revoir un petit peu leur calendrier de transition au moment de l'occupation de l'Irak, en imposant que la tenue d'élections législatives avant une constituante. Par ailleurs, on a souvent aussi tendance à opposer un islam, un clergé chiite iranien activiste, politisé, Oulayat al-Faqih et compagnie, à un clergé chiite irakien qu'on dirait quiétiste, c'est-à-dire distant du politique, etc. Moi, j'ai beaucoup de réserves vis-à-vis de cette distinction, parce que Sistani fait de la politique, il fait tout le temps de la politique. Simplement, il en fait différemment et sans prétendre à entrer dans le jeu partisan. Il participe aux politiques en s'exprimant à des moments généralement cruciaux de la vie politique irakienne, quand occupation américaine, ou quand les parlementaires sont incapables de voter un budget et qu'on est déjà en mars, ou quand le Premier ministre prétend briguer un troisième mandat alors qu'il n'a droit qu'à 2, ou quand évidemment Daesh prend Mossoul. En réalité, il fait de la politique. Et ces prises de position très récemment, typiquement sur les dernières semaines, ces prises de position, donc lui, il s'exprime principalement par deux moyens, soit en répondant sur son site internet aux istifta'at, donc aux questions personnelles qui lui sont posées, généralement qu'on pose sur les questions de pratiques religieuses ou d'autres, ou politiques, et il y répond par le biais de son site internet et sa valeur d'avis juridique, soit c'est son second canal d'expression politique, c'est l'un de ces deux représentants qui font un roulement, qui tous les vendredis assure le sermon du vendredi lors de la prière collective,
à Kerbala. Et donc tout le monde guette un petit peu le sermon du vendredi de son représentant pour savoir quelle est la prise de position de Ali Sistani sur les événements en cours. Et là, typiquement, sur les dernières semaines, il y a eu en réalité même depuis octobre, avec le mouvement populaire, il y a eu des prises de position assez fortes. Alors l'Iran n'est jamais nommé, mais de critique des ingérences étrangères, voire de toutes les ingérences étrangères. Donc là, il y a toujours un travail d'exégèse à faire pour savoir mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Mais bon, c'est comme ça que c'est ce qui est pris à chaque fois comme une critique des ingérences iraniennes et des acteurs considérés comme des clients de l'Iran. Donc voilà, donc lui incarne plutôt ce pôle-là. Moqtada Sadr, c'est encore autre chose. Moqtada Sadr, donc qui est cet acteur dont je parlais tout à l'heure, je ne vais pas vous faire un exposé sur l'islam politique chiite, mais pour vous le dire très rapidement, il y a deux grands types d'islam politique chiite en Irak. Il y a celui qui s'est constitué à partir du parti Darwa, dont je parlais tout à l'heure, par scission, et qui s'est développé notamment en exil, en opposition à Saddam Hussein, en exil, notamment en Iran. Donc c'est un chiisme partisan qui a repris la forme politique du parti, etc., et qui revient en 2003. Et qui capte le jeu politique et qui capte l'État et ses ressources, et qui verrouille ce champ politique. Et puis il y a un deuxième type. Alors, on pourrait utiliser des catégories politiques avec des gros sabots. On pourrait dire que le premier est un schisme partisan et que le second serait un schisme populiste. Bon, ça a plein de problèmes de poser ces catégories-là, mais disons, elles sont un peu opérationnelles. C'est ce schisme politique qui a été proposé, formulé par le père de Moqtada Sadr, Mohamed Sadiq Sadr, et qui, beaucoup plus charismatique, pas constitué dans une forme partisane dans ses premiers temps, centré autour d'un leader charismatique religieux, etc., et qui existe en Irak, et qui n'existe pas en exil. Et Moqtada, qui est le fils de ce personnage, à partir de 2003, incarne ce schisme politique-là, sans créer tout de suite de parti, et en faisant valoir, alors non pas vraiment son capital religieux, quoique un peu, mais pas complètement, parce que c'est quand même, personne ne le prend vraiment au sérieux, il peut pas rivaliser avec un Sistani par exemple, même s'il essaie au départ, mais en faisant valoir d'autres types de capitaux, et typiquement ce qu'on appelle en sociologie un capital d'autochtonie, c'est-à-dire pendant que vous tous, vous étiez en Iran ou au Canada ou à Londres ou chez vous, moi j'étais là et je subissais la répression de Saddam Hussein. Voilà. Donc ça c'est un peu les deux formes de schisme politique qui entrent pour la première fois en concurrence, parce qu'elles ne se connaissaient pas, elles n'étaient pas en contact jusqu'à présent, qui entrent en contact sur un même territoire politique à partir de 2003. Et lui, sa relation à l'Iran est beaucoup plus complexe. Alors, par ailleurs, c'est aussi beaucoup de choses qu'on ne sait pas trop, donc je vais pas m'avancer. On a tendance, surtout en ce moment, surtout depuis quelques années, à le rapprocher de ce pôle nationaliste incarné par Sistani. D'ailleurs, il y a eu des phénomènes d'alliance, etc., alors qu'ils étaient très opposés à partir de 2003. Et de fait, c'est vrai que depuis plusieurs années, Moqtada Sadr base son fonds de commerce politique sur une rhétorique nationale, voire nationaliste. Lui, par exemple, a refusé que ces combattants de Sadr al-Salam partent combattre en Syrie. Lui a été lui-même très critique de l'influence iranienne en Irak. Et en même temps, en ce moment, il vit en Irak, il vit en Iran, à Qom. C'est là qu'il a reçu les différents leaders politico-miliciens irakiens il y a quelques jours. Iran, où il s'était d'ailleurs réfugié après l'occupation américaine, officiellement pour finir ses études religieuses, en réalité sans doute plutôt pour se protéger. Donc en fait, pour moi, Moqtada Sadr se différencie des autres leaders miliciens chiites, moins dans sa nature que dans son degré de relation assumée avec l'Iran. C'est-à-dire que pour moi, il est beaucoup plus d'une posture extrêmement pragmatique, où il sait très bien que l'Iran constitue un parrain obligé pour obtenir du soutien sous toutes ses formes, mais où donc l'Iran est une ressource, mais le discours nationaliste irakien est aussi une ressource. Et donc il essaie de tenir cette ligne-là. Voilà, c'est ça que je peux dire pour le moment. Oui, pardon. Oui, exactement. Oui, tout à fait, il s'est allié aux communistes. Je vous en prie. Oui, moi j'aimerais savoir comment vous pensez que le Hezbollah
va accompagner politiquement le soulèvement en cours au Liban par rapport à son parrain iranien et avec quels moyens. Enfin, il dispose de beaucoup de moyens avec lesquels ils utiliseraient. Merci. Bonsoir. Moi, c'est juste un petit point de détail sur l'histoire de l'assimilation des chiites à des sortes de plus juifs que musulmans. Cette thèse a été aussi défendue par les néoconservateurs américains, sous l'influence notamment de Bernard Lewis ou de Fouad Hajami, pour pousser Bush comme argument supplémentaire que en soutenant les chiites en Irak et en faisant un gouvernement chiite, ça faciliterait l'alliance avec Israël. Et Paul Bremer, qui avait été chargé d'administrer l'Irak tout à fait après l'invasion, a même poussé le délire jusqu'à demander à un artiste irakien de concevoir un nouveau drapeau irakien qui aurait les couleurs blanches et bleues, comme le drapeau israélien. Bonsoir. Le paradoxe qui existe aujourd'hui au Moyen-Orient entre l'exacerbation du croissant chiite et lecture sous le prisme sunnite chiite, mais en même temps, par exemple, le Hamas qui est proche du régime iranien et du Hezbollah, on a vu le chef du Hamas qui était en première ligne lors de l'enterrement de Soleimani. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Je pense que ce que vous posez comme question, c'est une question fondamentale. Et là, je dirais que les courants de la sociologie seraient d'accord, aussi bien qu'on soit durkheimien ou weberien. C'est-à-dire qu'en fait, les identités véhiculent toujours des intérêts multiples, que ce soit politique, économique. Mais là où nous aussi on va au-delà, c'est qu'on sait que les identités, à un moment donné, peuvent aussi produire des effets de réalité. Donc bien sûr qu'on déconstruit l'idée de croissant chiite, l'idée que la fait d'être chiite ou sunnite surdéterminerait vos attitudes, vos comportements, on le déconstruit. Mais en même temps, on n'est pas positiviste au point de ne pas savoir que ça peut produire ce que certains auteurs, des identités meurtrières. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la preuve c'est qu'en France, excusez-moi, je prends un exemple historique, on a quand même aidé à déporter, à exterminer des juifs qui n'étaient même plus juifs. Simplement parce qu'on supposait qu'ils avaient une grand-mère, ou etc. Ça veut dire qu'on a reconstruit leur identité juive, au-delà du fait que eux-mêmes ne se sentaient plus. Bon. Et là, on voit bien qu'à un moment donné, dans le parcours des individus, c'est d'identités qui ne font pas sens et qui ne sont pas des variables sociologiques pour comprendre les positionnements des individus et des groupes. Malgré tout, on est obligé de les prendre en compte aussi comme producteurs de sens. Donc tous les experts qu'on voit sur les plateaux de télévision qui nous parlent de croissance sunnite ou chiite, ça nous fait pas rire, ça nous fait pleurer. C'est pas le cas de le dire, mais en même temps, effectivement, on est bien obligé de savoir que ces identités peuvent à un moment donné... Mais elles peuvent être aussi très précaires. Moi, ce que je vous ai dit sur l'islam de France, je vous demande d'être très prudent, parce que ces leaders, entre guillemets, qui se ressunnisent, peuvent très bien, dans 3 cas... Là, par exemple, sur l'Iran, ils étaient totalement critiques de l'assassinat de Soleimani, alors qu'ils savaient par ailleurs que Soleimani était celui qui avait dirigé les opérations de répression. Donc vous voyez bien qu'on est quand même sur des positionnements très complexes des individus et des groupes, mais en tout cas les lectures qui disent c'est les confessions qui surdéterminent les attitudes, les comportements et les conflits, c'est, excusez-moi, c'est des, comment on pourrait c'est du, pas du trucage, mais c'est de, comment dire, voilà, c'est des explications qu'il ne faut pas croire. On dit les catholiques, qu'est-ce que ça veut dire les catholiques, ou les chrétiens? Vous voyez, la France chrétienne, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, ça veut absolument rien dire. Ça renvoie à des réalités différentes. Je veux dire, voilà, donc tout simplement, cette essentialisation est toujours piégeante, malheureusement, elle est aujourd'hui très présente sur les plateaux de télévision et dans les expertises. Ça, c'est ce qu'on peut regretter. Voilà, c'était tout pour aller dans le sens de Chiara et du numéro de Chiara et de Robin, qui est de la déconstruction, mais en même temps, comment cette déconstruction produit aussi des effets de réalité. Les imaginaires produisent des effets de réalité. Voilà, ça, on peut pas le... C'est un vieux problème de la sociologie qu'on ne dépassera pas, si je puis dire. Dans la formation du schisme politique contemporain, il faut quand même rappeler que les 3 premiers ministres, ils sont venus de l'étranger et ils étaient tous affiliés au parti Darwa, qui était soutenu par les services anglais à Londres, enfin en Angleterre, les services, la CIA au Pakistan, depuis Lahore et tout ça.
Donc Maliki venait de Damas, où il avait une petite boutique. Abadi était un peu plus sérieux, il venait de Manchester. Et l'autre, il vient de Lyon, hein, le troisième, il vient de Lyon. Donc, et ils étaient tous proches de Darwa, qui était un mouvement qui était très exploité par les services étrangers qui voulaient diviser pour régner au Moyen-Orient. Hein. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça a été une des plus grandes critiques qui leur a été adressée, notamment par le sadrisme et par d'autres. On les appelait les exilés. C'est le gouvernement des exilés, ce sont qui effectivement sont sous influence étrangère, qui l'étaient d'ailleurs. Donc oui, il y a effectivement cette différence-là qui a été un instrument fort de légitimation des schismes politiques qui eux étaient toujours en Irak sous Saddam Hussein. C'est vrai. Plutôt une dernière question, oui. Je voulais juste nuancer le schisme politique parce que je ne m'y connais pas du tout. Mais est-ce que la politique, est-ce que le schisme n'est pas lui-même issu de la politique? Par exemple, au temps des Séfévites, c'est devenu une religion d'État. Est-ce que ce n'est pas déjà un premier pas? Et autre chose, c'est par rapport à la remarque qui vient d'être faite. Historiquement, quelle est la place des pays étrangers, si on peut dire, qui ont une place importante, aussi bien dans l'Empire ottoman et par la suite dans son démantèlement, sur les religions chiites et sunnites dans la région? Vous pouvez répéter ça? Sur les religions sunnites et chiites dans la région, au Proche-Orient. L'influence de... Pardon. Sur... non, parce que sur pas la religion d'origine, mais effectivement sur les mouvements religieux. La place qu'ils ont pris. Les autorités étrangères. On va parler par exemple de l'Angleterre. C'est pas grave, c'est mal formulé. Mais... Non, j'entends. Non, simplement pour votre première question. Vous avez tout à fait raison. Donc l'histoire du chiisme, l'histoire sociale du chiisme ou du clergé chiite, ou l'histoire politique du chiisme, ce qui n'est pas l'histoire du chiisme politique. voilà, c'est ça la distinction que je fais, si vous voulez. C'est-à-dire que dans toute religion, il y a une dimension politique, puisque une religion a pour vocation d'organiser la vie, et pas uniquement la vie intérieure, des gens qui y adhèrent. Donc, en ce sens, elle est immédiatement politique. Toute religion est immédiatement politique, en ce sens qu'elle prétend à organiser le social. Bon. Par ailleurs, depuis ces premiers temps, le chiisme, si vous voulez, l'histoire politique du chiisme, c'est une histoire effectivement de prise d'importance progressive des clercs, des oulémas, qui vont, donc, on ne va pas revenir sur le dogme, hein, sur la question de l'imam, etc., mais pour le dire très 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 rapidement, et on pourrait même couper ma réponse tellement elle est scandaleusement caricaturale, mais dans la vidéo, parce que sinon je vais me faire taper dessus par ma directrice de thèse, qui est Sabrina Mervin, et qui n'acceptera jamais que je caricature les choses comme ça. Mais pour le dire très très rapidement, donc en l'absence de l'imam, comme vous le savez, en l'absence de l'imam, donc il y a 12 imams qui se sont succédés, en l'absence de l'imam pour le schisme duodécimain, toute prétention au pouvoir politique est blasphématoire, pour le dire très très rapidement. Okay, bon, sauf que ça c'est la théorie du dogme, mais ensuite il y a la réalité humaine qui prend toujours le dessus, et la réalité humaine qui prend le dessus, c'est que, comme dans toute religion là aussi, mais là d'autant plus qu'il y a l'absence de cet imam, apparaît, se crée, se cristallise un corps de ce que Weber puis Bourdieu appelle un corps de spécialistes du religieux. C'est-à-dire que des individus qui vont
établir une frontière entre ceux qui ne savent pas, les autres, et ceux qui savent, qui ont les instruments pour accéder à la parole de Dieu et pour en tirer la norme, etc. Et progressivement, tout au long de l'histoire, ces oulémas chiites vont prendre une importance considérable en s'arrogeant des prérogatives qui, dogmatiquement, étaient réservées à l'imam, si vous voulez. Et effectivement, un moment très important de cette histoire-là, il y en a eu plusieurs, mais c'est effectivement 1501, le début du XVIe siècle, avec l'avènement de la dynastie safavide, et dont le premier roi, qui se trouve confronté à l'immense mission de devoir unir des populations très disparates sur un immense territoire, décide qu'il va prendre dans le chiisme, dans cette religion, il va y trouver le ciment de ce nouvel État qu'il est en train de fonder, et qui va être d'autant plus utile pour le cimenter que ça va lui permettre de s'opposer à l'empire concurrent voisin ottoman. Donc ça, effectivement, c'est un moment très important de l'histoire sociale et politique du chiisme. Il y en a d'autres, notamment un moment les plus importants, c'est le tournant entre le XVIIIe et le XIXe siècle, où un certain courant intellectuel, on ne va pas trop revenir là-dessus, mais on prend le pas sur un autre, le courant Usuli sur le courant Arbari, si vous voulez tout savoir, mais en gros qui a effectivement pour point d'aboutissement ou pour point d'acmé ou pour point maximal le 1979 et la théorisation du clerc, de l'autorité suprême du clerc. Donc effectivement, c'est un mouvement historique sur le temps long qui plonge ses racines effectivement très lointainement et l'État safavide ou l'Empire safavide joue un rôle central dans cette histoire-là. Et je vais me défausser sur mon camarade pour répondre à votre seconde question. C'est quoi la seconde question? Non, c'est quoi la seconde question? L'influence des puissances étrangères occidentales dans la constitution des islams politiques chiites et sunnites dans la région. Oui. Bon, oui, non, je ne suis pas du tout un spécialiste. Bon, moi, j'ai un peu, pour ceux qui me connaissent, je suis toujours un peu critique sur l'idée que les manipulations étrangères, en fait, c'est-à-dire que on prête beaucoup, souvent, on a tendance à trop exagérer. Effectivement, il y a des manipulations, les services de renseignement, les gouvernements, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça produit sur les mobilisations sociales? Ça, c'est un autre. Je vous donne un exemple. Excusez-moi, c'est un exemple qui n'est pas forcément directement dans le cadre de la conférence d'aujourd'hui, mais on dit l'influence saoudienne sur l'islam de France. Bon, j'ai montré qu'il y en avait une, puisque j'ai parlé de ces fameux sites pro-salafistes qui diffusaient effectivement toute une imagerie négative, dépréciative des chiites, mais en même temps, le financement saoudien en France a été énorme, mais n'a très peu produit d'adhésion au wahhabisme. C'est-à-dire qu'en fait, la mosquée de Paris, elle a reçu des centaines de millions de l'Arabie Saoudite, elle n'a jamais été dans la mouvance saoudienne. L'Union des organisations islamiques de France, qu'on appelle parfois les frères musulmans, c'est beaucoup plus compliqué que ça, a reçu aussi parfois de l'argent du Golfe, à un moment donné de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, au contraire, l'Arabie Saoudite cherche à les éliminer. Donc je veux dire que là, il faut faire très attention sur les effets mécaniques qu'il y aurait entre des manipulations étrangères et de l'adhésion des groupes et des individus. Bien sûr, comme on a dit que le Hamas... Par exemple, quand on connaît un peu c'est dommage qu'il n'y a pas M. Chagnolo, mais on dit que le Hamas est un produit d'Israël, par exemple. Oui, les Israéliens ont soutenu les mouvements frères musulmans pour tenter de casser, de diviser le nationalisme palestinien, mais le Hamas avait en même temps, je dirais, une trajectoire particulière de relation à la population palestinienne, et puis aussi une montée de l'islam politique, des référentiels de l'islam politique dans l'ensemble du monde arabe, et la Palestine n'a pas épaché à ça. Et donc c'est pas Israël qui a créé la mouvance frères musulmane en Palestine. Je veux dire qu'elle aurait existé de toute façon. Donc voilà, c'est comme aujourd'hui, on voit notre gouvernement français qui refait venir la Ligue islamique mondiale dans le jeu de l'islam de France. C'est pas pour ça que les musulmans de France et les musulmans français vont se mettre à faire la prière en direction de l'Arabie Saoudite. Je veux dire, donc là, faisons très toujours attention, et surtout sur le monde arabe. J'ai tendance à dire qu'on a un peu hérité ça de l'orientalisme, de s'imaginer que les Arabes sont toujours manipulés. Voilà, hein, les Tunisiens n'ont pas fait la révolution, ils ont été manipulés. Non, je veux dire, pour connaître la Tunisie et pour connaître aussi les zones rurales et pour avoir énormément de relais dans les zones rurales ou semi-urbaines tunisiennes, je peux vous dire que les manifestations contre Ben Ali, ce n'était pas la CIA et le Mossad. Hein, je veux dire qu'elles ont été... il y a eu des... Donc tout ça, faisons très attention, parce que imaginons
qu'on applique à la France ce genre de lecture complotiste. Les gilets jaunes, c'est la Russie, par exemple. Bon, ça vous énerverait probablement, ou on dirait, ou Macron, c'est un pur produit américain. Bon, donc, non, la réalité est plus complexe. Et il faut toujours attention de ne pas appliquer au monde arabe ce qu'on ne veut pas pour soi-même, c'est-à-dire de nous présenter toujours les peuples arabes comme des peuples manipulables et manipulés. Et ce que montrent très bien les travaux de Chiara sur le Hezbollah, les divergences qui sont apparues à l'intérieur du Hezbollah et qui ne sont pas dites, hein, mais sur la guerre en Syrie, par exemple. C'est pas pareil d'aller combattre contre Israël et d'aller combattre contre des Syriens, parce que les Syriens, ils les connaissent, ils sont des frères et des sœurs des Libanais, et lorsqu'on a demandé à des combattants du Hezbollah, qui étaient pourtant dans la ligne du parti, d'aller combattre en Syrie, ils ont un rapport très différent à la guerre et à la violence qu'ils avaient à l'égard d'Israël. Je veux dire, ils n'avaient pas d'état d'âme de combattre Tsahal, ils ont plus d'état d'âme d'aller faire des services d'ordre ou d'être des supplétifs de Bachar el-Assad. Donc du coup, tout ça, c'est des questions humaines. Et je pense que nous, sociologues, historiens, anthropologues ou politistes, on est quand même là pour faire remonter ces explications qui relèvent de positionnements humains et non pas de grandes théories, des dominos, de la manipulation. Faisons très attention. Et là, on le voit bien en Irak. En Irak, si on avait une lecture purement confessionnelle, on pourrait dire effectivement les milices pro-iraniennes qui massacrent ce peuple irakien. Mais dans les manifestations, il y a énormément de chiites, justement. Il y a des jeunes chiites. La plupart des gens qui meurent aujourd'hui, il y a 20 morts par jour en moyenne dans les manifestations en Irak. Même plus que 20, hein, c'est le minimum. Mais vous avez probablement 80% de jeunes et de moins jeunes qui, entre guillemets, sont de confession chiite. Donc tout simplement pour montrer que les lectures confessionnelles sont des lectures souvent qui méritent d'être déconstruites. Voilà, si je devais dire un des messages qu'on avait, que mes consoeurs et que mes confrères ont apporté. Déconstruites, tout en étant aussi, en étant réalistes, en sachant qu'elles produisent des effets en termes d'imaginaire et de positionnement. Voilà. Merci beaucoup. Merci.